Bonjour à toutes et à tous, c'est Daryl aujourd'hui, je m'occupe du podcast. On est aussi pour le 4e épisode de l'ESG Podcast et aujourd'hui je suis très bien accompagné, très bien accompagné avec une présence de taille. Je suis avec Ryan Chapuis. Tout d'abord, Ryan, heureux de t'avoir avec nous, tout simplement. Avec plaisir. Ça va, tu vas bien? Ouais, nickel. Magnifique. Et je suis avec Louis Fourzan-Bourdette. Comment vas-tu? Salut Daryl, ça va très bien. Magnifique. Alors, pour vous présenter, donc Ryan, tu as 28 ans. Troisième ligne au Stade Français. Donc au Stade Français depuis 2012, 14 ans, un seul club. Tu as joué ton 100e match le 8 décembre 2024. Ouais. Donc voilà, félicitations en retard, mais Merci, félicitations merci. même parce que c'est pas rien. Et tu as prolongé au club pour 2028. C'est ça. Magnifique. Et je suis avec lui. Donc lui, ouvreur, d'accord. T'es troisième ouvreur au Stade Français. Tu as 24 ans, lui. Donc heureux de t'avoir avec nous ici aujourd'hui. Merci, plaisir partagé, avec Ryan en plus. Je sens une petite complicité entre vous, ça va être cool. Franchement, Ouais. je sens que ça va être cool. C'est lui qui a géré le rendez-vous. C'est lui qui a géré le rendez-vous. Je répondais pas aux mails, moi. Ah, magnifique, magnifique. Première question. Donc Ryan, 14 ans au stade depuis 2012. Donc raconte-moi comment un gamin de Daumont se retrouve chez les Roses finalement. Ouais. Moi, j'ai toujours vécu en région parisienne. À l'âge de mes 10 ans, mes parents ils ont déménagé dans le 95 et j'ai pris ma première licence dans le club de Daumont. C'était juste après la Coupe du Monde 2007 de rugby en France. Et en fait, moi, pour la petite histoire, mon père, il travaillait chez AXA, les assurances. Ils étaient partenaires majeurs du club, du Stade Français. Et du coup, lui, il avait souvent des places pour aller voir les matchs du Stade Français dans l'ancien Jean-Bouin, avant qu'ils construisent le nouveau stade ici. Et en fait, c'est une passion qui m'a transmis. Donc j'allais voir les matchs et moi quand j'ai commencé le rugby, à mon âge j'étais assez grand, j'avais des facilités on va dire physiques au début et après ça s'est bien passé et après à l'âge de 14 ans à peu près, commencé à avoir les premières détections, les premiers mecs qui commencent à tourner un peu autour des terrains et voilà les recruteurs du Stade Français ont contacté mes parents pour que je vienne. Il y a 3 grands clubs en Ile-de-France, c'est Massy, le Racing et le Stade Français. Et en fait, moi, tout naturellement, parce que j'étais déjà fan du Stade Français quand j'étais plus jeune, j'ai décidé de rejoindre l'équipe. Ça marche. Et du coup, tu étais fan du Stade Français avant même de le rejoindre. C'était quoi la sensation quand tu as appris que c'était bon? Ouais, moi, j'étais comme un gosse. Je me suis dit, ouais, c'est l'équipe que je supporte. Ils me veulent dans leur équipe. Et après, à cet âge-là, c'est l'âge un peu charnière où tu as des rêves plein la tête. Tu te dis, bah ouais, j'aimerais bien devenir rugbyman professionnel. Après, la route est tellement longue, mais ouais, aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir réussi et de jouer pour le club que j'ai toujours supporté depuis tout jeune. Magnifique. Et du coup, lui, tu as grandi à Nîmes, d'accord, formé à Montpellier, puis Paris. J'ai une question à te poser. C'était comment les premières semaines à Paris? On sait que c'est des fois compliqué de faire la transition. Comment tu t'es senti? Non, c'est vrai qu'entre Nîmes, Montpellier qui sont juste à côté, et Paris, c'est un peu le grand écart en termes de température. Mais non, déjà, moi, j'étais très heureux et très fier de rejoindre un club comme le Stade Français parce que c'est quand même un des clubs historiques français qui est chargé d'histoire. Donc ça, déjà, c'était vraiment une fierté de rejoindre ce club. Donc ensuite, quand je suis arrivé, bon ça va, en été il fait chaud comme partout et à la prépa d'intersaison on fait que courir et que faire de la muscu, donc il faisait chaud comme partout. Mais par contre c'est vrai que les hivers ici sont plus durs, mais Paris ça a d'autres avantages quand même au niveau de la ville pour tout ce qui est sortie, gastronomie, les musées, tout ce genre de choses. C'est vrai que c'est quand même un niveau au-dessus, donc je regrette pas du tout et c'est vraiment 2 types de cadres de vie qui sont très différents, mais j'aime beaucoup les deux. Ok. Et du coup, avant de commencer le rugby, tu avais fait du judo avant. Mais qu'est-ce qui t'a raccroché au rugby du coup? J'ai fait du judo, alors c'était il y a longtemps, mes parents m'ont mis au judo quand j'étais jeune. C'est vrai que ça me plaisait bien, mais en fait quand je suis arrivé au rugby, j'ai eu vraiment un coup de foudre on va dire pour ce sport que j'ai pas eu au judo. Surtout le fait, je pense que le judo c'est un sport individuel, donc quand on est jeune c'est sympa, mais dès qu'on arrive au rugby, qu'on se fait des copains, c'est quand même plus sympa. Donc en plus j'ai eu des entraîneurs très tôt dont j'ai des souvenirs encore que j'ai beaucoup apprécié, que j'apprécie toujours d'ailleurs. Et donc c'est là que j'ai fait la bascule, que j'ai complètement arrêté le judo alors que j'avais un petit niveau, hein, mais du coup c'est là que je suis passé au C'était quelle ceinture? J'ai demandé, ouais, Ceinture quelle marron, ceinture? attention. Ah, c'est propre, ceinture marron quand même. Pas mal.
C'est propre, c'est propre. Du coup, Ryan, j'ai une question pour toi. Une semaine type au Stade Français, qu'est-ce que c'est? Une semaine type au Stade Français, on va dire qu'on va jouer le samedi. On va avoir entraînement le lundi, mardi. Le mercredi, on sera off, complet. Entraînement le jeudi et le vendredi, juste la matinée, la veille du match. Le lundi, ça va être une journée un peu plus, nous on appelle ça clarté, où on fait un retour du match précédent, pas mal de temps en vidéo. Et après, on attaque un peu la préparation du match à venir. Et il y a beaucoup de sessions terrain où on revoit un peu nos lancements du week-end, ce qu'on va faire par rapport à l'équipe qu'on a analysée. Le mardi, ça va être notre grosse journée, la plus grosse journée de la semaine, où là c'est une journée à haute intensité. Ils appellent ça, c'est vraiment des entraînements beaucoup courus, avec une grosse charge de travail. Le mercredi, du coup, on coupe. Et après, le jeudi, ça va être une journée un peu plus axée sur la vitesse. Donc tout ce qu'on a travaillé la semaine, mais avec des efforts plus courts mais plus intenses. Et ensuite le vendredi, donc que la matinée, on revoit, pareil, c'est une journée un peu en clarté où on revoit tout ce qu'on a travaillé la semaine, nos systèmes de jeu, nos lancements en marchant ou à très faible allure en trottinant, on va dire, pour pas puiser trop dans les ressources pour le match du lendemain. Pour rester frais pour le match. Exactement. Ok. À votre avis, qu'est-ce que le grand public imagine mal sur le métier de rugbyman? Qu'est-ce qu'on ne sait pas que vous savez? Je dirais, après c'est vrai que ça fait quelques années quand même que le rugby devient de plus en plus populaire en France, surtout avec la dernière Coupe du Monde. Qu'est-ce que le public n'imaginerait pas? Je pense tout le travail qui est fait en amont sur un match, sur la préparation. Je pense, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que un match de rugby, des fois, ça peut être brouillon avec des conditions compliquées ou quand c'est serré. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un gros travail qui est fait la semaine sur la stratégie, sur des fois des petits détails qu'on pense tout bêtes et que peut-être que le grand public ne se rend pas compte. Mais il y a vraiment un gros travail en amont d'analyse de l'équipe, de comment essayer de les jouer. Moi, en tout cas, personnellement, c'est un des trucs que j'aime le plus dans la semaine, c'est analyser une équipe, quels sont leurs points forts, leurs points faibles, et comment essayer de trouver des failles dans leur jeu et entrer là-dedans, quoi. Ok. Du coup, vous jouez à Jean-Bouin, donc Jean-Bouin en plein Paris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'ambiance à domicile, les jours de match? Moi, vu que ça fait longtemps que je suis au club, j'ai connu un peu l'évolution en termes d'ambiance et de comment on pourrait dire, le fait que le stade soit rempli depuis quelques années. En fait, ce qui est dur à Paris, c'est que c'est un public exigeant, où on est dans une grande ville et il y a beaucoup de sport, beaucoup de divertissement. Les gens vont au musée, ils vont au théâtre, ils vont au cinéma, ils font plein de choses. Et en fait, et on a le PSG juste à côté qui prend beaucoup de place aussi. Et il y a une telle diversité de sport et de choses à faire que le rugby, c'est vrai qu'au début, ça n'avait pas trop pris. Comme l'a dit Loulou, depuis quelques temps, c'est quand même un sport majeur en France avec les différentes compétitions qu'il y a eu, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques aussi, où l'équipe de France A7 a été championne. Mais ouais, c'est de mieux en mieux au club, là, au Stade Français. Franchement, je pense qu'il y a une moyenne de 13, 14, 15 000 supporters. Où avant, moi, quand j'avais commencé, il y avait... si on faisait 7, 8, 9 000 personnes, c'était incroyable. Donc ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de jouer devant beaucoup de monde. Quand il y a de l'ambiance, ça donne un surplus de motivation, on va dire. Ok. J'ai une question pour vous. Certains sportifs, dans les sports co, préfèrent jouer à l'extérieur parce qu'il y a la pression du public adverse, etc. Vous êtes plutôt à domicile ou à l'extérieur? C'est quand même à domicile, c'est quand même plus sympa de jouer devant ses amis, sa famille, nos supporters. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a aussi ce sentiment de jouer dans un stade qui n'est pas le nôtre, d'être seul contre tous. Et c'est vrai que c'est un sentiment qui est aussi, je trouve, sympa, parce que c'est là qu'on se retrouve du coup à une 30, quoi, on va dire, avec le staff et ceux qui font le déplacement compris. On est 30 contre tout un stade, quoi. Et je trouve que c'est quand même un sentiment sympa. Et quand une victoire à l'extérieur, en tout cas, c'est quelque chose qui est marquant, parce que le championnat est tellement dur et tellement serré que quasiment dans tous les clubs, quand on arrive à gagner à l'extérieur, c'est considéré presque comme un exploit. Donc c'est quelque chose de satisfaisant aussi quand même. Ouais, je suis d'accord.
T'es d'accord? Ouais, à l'extérieur, il y a un sentiment un peu seul contre tous. Surtout que en France, ça reste quand même un sport qui est très pratiqué dans le sud, sud-ouest. Donc nous, quand on se déplace et qu'on va jouer dans ces régions-là, t'as un engouement de fou et t'as un surplus de motivation aussi qui fait que quand tu gagnes à l'extérieur, c'est un sentiment incroyable. Ça marche. T'as parlé de victoire. Qui dit victoire dit après match, donc vestiaire. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Le vestiaire du Stade Français, c'est quoi l'ambiance? C'est qui met le feu dans le vestiaire et qui calme le jeu? L'ambianceur du vestiaire, le DJ, on va dire, c'est Sekou Makalou. Il a le monopole sur la musique. On l'appelle le dictateur, déjà pour l'anecdote. Il veut pas que ça soit quelqu'un d'autre. Et après, qui calme le jeu Paul Gabriel, Ouais, c'est quand même le capitaine, le joueur qui a X nombre de matchs. Enfin, il en a énormément. Il a fait pareil toute sa carrière au Stade Français. C'est un peu l'ancien du vestiaire, même s'il aimerait pas entendre ça. Mais c'est celui qui a le plus d'expérience et qui sait faire la fête et mettre l'ambiance, mais il sait aussi calmer le jeu quand il faut le faire. Donc c'est un peu le grand frère du vestiaire. Ça marche. Je vois que vous êtes assez complices. Du coup, j'ai une question par rapport à ça. Sur quel point commun vous êtes trouvés? Est-ce que c'est sur le terrain? Est-ce que c'est en dehors du terrain? Non, Loulou, c'est un mec qui est arrivé l'année dernière. Et comme tu l'as dit, il n'est pas du tout de la région. Et moi, je l'ai pris sous mon aile assez rapidement pour lui faire découvrir aussi la ville. Parce que comme il a dit, on est quand même dans une grande ville et on a la chance de pouvoir faire plein de choses quand on est sur nos temps off. Donc voilà, moi, je connais assez bien la ville et ça m'a fait plaisir de pouvoir lui faire découvrir. Donc c'est vrai qu'on est souvent ensemble sur nos journées off. On essaie d'aller découvrir de nouveaux restos, se balader un peu. Enfin, kiffer quoi. Parce qu'on reste quand même des gens normaux, on va dire. C'est ça. T'es d'accord, lui? Ouais, tout à fait. Magnifique, alors. J'ai une question pour toi en plus. Donc, Ryan évolue au poste de 3e ligne, toi d'ouvreur. C'est quoi pour toi un bon 3e ligne? Un bon 3e ligne, dans le profil de Ryan, déjà Ryan il est 3e ligne, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui annonce en touche, qui n'est pas le cas de tous les 3e lignes. Donc en gros, c'est lui qui fait la stratégie en touche et qui décide quels mouvements ils font, comment ils sautent pour avoir le ballon. Et c'est un de ses points forts, la touche. Et ensuite, c'est, on va dire, donc dans un profil comme Ryan, c'est la touche quand tu es annonceur. Donc avoir nous les ballons pour pouvoir lancer le jeu, parce que moi c'est un peu mon poste aussi d'organiser le jeu, de lancer le jeu. Et ensuite quelqu'un de toujours disponible en attaque, en défense, qui plaque, qui gratte, en attaque qui vient porter les ballons. Ça c'est un 3e ligne complet et je pense que Ryan il a un peu toutes ces qualités là. Donc voilà. Merci. Et du coup je te pose Plaisir. la même question dans le sens inverse du coup. Loulou, il joue au poste de numéro 10. Donc, pour le grand public, pour faire un lien un peu avec d'autres sports, on pourrait dire qu'il est quarterback au football américain. Donc, c'est le stratège de l'équipe. C'est lui qui décide des systèmes qu'on met en place sur le terrain. Et c'est aussi un leader sur le terrain de par son poste et aussi de par sa personnalité. Et après, il faut qu'il soit bon buteur quand même, parce que c'est lui qui convertit les points entre les poteaux. Et techniquement aussi, ça doit être c'est quelqu'un de très, très à l'aise, parce que c'est un poste où il touche beaucoup de ballons, c'est eux qui distribuent le jeu. Donc si techniquement il n'est pas à l'aise, c'est compliqué à ce poste-là, mais ouais, Loulou, il a cette qualité-là. Ça marche, magnifique. On va faire un petit jeu, un petit tu préfères. Donc centré autour du rugby, bien évidemment. Donc première question, celle-là je vais la poser à Ryan. Tu préfères toute ta carrière dans un seul club, sachant que c'est un peu ton cas actuellement, Ouais. ou bouger tous les 3-4 ans? Parce que je sais qu'il y a des sportifs qui aiment bien justement le fait de changer de club, de découvrir de nouvelles choses. Dans ton cas? Non, moi, mon rêve, c'est de faire ma carrière dans un seul et même club, donc en l'occurrence Stade Français, parce que pour moi, c'est une preuve de fidélité et ça commence à devenir rare dans notre milieu et dans le monde du sport professionnel, mais c'est vrai que moi, ça me tiendrait à cœur et c'est quelque chose que j'aimerais bien réaliser. Ouais. Du coup, lui, bouger tous les 3-4 ans ou te poser vraiment sur le long terme dans un club? Moi déjà c'est loupé, faire toute ma carrière dans un club. Non mais c'est vrai que je trouve ça beau quand même les histoires de joueurs d'un seul club. Moi j'en ai connu à Montpellier, j'ai vu une photo de lui d'ailleurs passer, Fulgence Ouedraogo.
Et je trouve ça beau, moi, un joueur d'un seul club, donc je resterai sur ça quand même. Ça marche. Alors, tu préfères un coach qui crie mais qui gagne ou un coach qui explique mais qui gagne pas? Si c'est mon coach, je préfère qu'il crie et qu'on gagne du coup. Hein. Effectivement. Ouais. Pareil. Ouais, pareil, ouais. Ok. Vous préférez gagner la Coupe du Monde avec les Bleus sans jouer ou gagner le top 14 avec votre club en titulaire et en ayant une grosse importance? Sachant que la Coupe du Monde, c'est un sujet, on sait que Ouais. Elle est technique celle-là. Ouais. Parce que la France n'a jamais gagné la Coupe du Monde. c'est ça. Donc tu es dans l'équipe qui marque l'histoire. Oui, Voilà. t'es dans le groupe quoi. Ouais, T'es voilà. dans le groupe de la Coupe du Monde. Mais t'as pas joué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le. Ouais, t'as Mais pas joué. t'as pas joué. Ouais. On est compétiteur quand même, mais le fait de pas avoir joué, je pense, ça laissera un goût amer au titre. Et le top 14, c'est une compétition hyper intense où bah, t'es au quotidien avec les mecs, t'es de juillet à juin à fond tous les week-ends à essayer de gagner des matchs et à soulever le trophée. Donc moi je dirais plus top 14. Ouais, je suis d'accord aussi. Top En 14, en jouant le match, ouais. Ouais. ça marche. Vous préférez gagner une fois le top 14 ou jouer 15 saisons sans jamais descendre? Jouer une fois le top 14 Gagner une Ah, fois gagner le top 14 ou faire 15 saisons d'affilée. Donc dans l'élite, jamais descendre, mais ne jamais le remporter. Ah, gagner une fois le top. Gagner une fois, Ouais, je pense quand même. gagner une fois, ça marche, ça marche. Puis on remonte. C'est pas facile. J'ai une question pour vous. Pour vous, quel est le joueur le plus sous-coté dans les médias? Un joueur que vous trouvez très très fort mais dont on parle pas assez Dans notre équipe ou dans le championnat? dans le championnat. Dans le championnat? Moi, je vais dire dans notre équipe. Ouais, c'est facile. Je l'ai déjà dit. Tanguy, c'est ton poste, Non, tu non. le connais bien. Moi, j'ai déjà dit dans un ancien podcast, mais il fait partie de notre équipe et personne n'en parle. Il s'appelle Tanguy Noah Alaifonoa. Il joue au même poste que moi. Il est d'origine tongienne. Ça fait un petit moment qu'il est en France. Parce il est arrivé à Lyon très jeune au centre de formation. Il a eu un parcours un peu bizarre, on va dire, parce que il était à Lyon dans une équipe qui joue le top 14, mais pas conservé. Il a été prêté à Massy dans une équipe qui était en Pro D2 et qui est maintenant joue en 3e division nationale. Après, il a signé à Grenoble, pareil, dans une équipe de Pro D2. Et nous, on l'a récupéré à 2 ans. Et en fait, c'est une machine. Ok. Il est trop fort. Mais personne ne parle de lui. Mais je pense que dans toutes les équipes de top 14, peut-être même voir du monde, s'il faut cocher un mec à ce poste-là, il coche Tanguy, comme on l'appelle. Donc ouais, non, c'est lui. Ok, très bien. Une autre question un peu dans le même style. Est-ce qu'un supporter vous a déjà demandé un truc improbable? Je sais pas, là j'ai rien qui me vient en tête. J'avais un jeune moi qui m'avait demandé de passer à son anniversaire, j'avais trouvé ça mignon, mais un jeune du coup assez jeune quand même pour venir à son anniversaire. Non, Mais c'est vrai que les supporters, on essaie d'être disponible, mais il y a quand même une distance quand même une certaine distance avec les supporters, c'est pas non Ouais. plus Nos amis. nos amis quoi, même si on est toujours disponible et ça fait toujours plaisir de discuter avec eux, les jeunes, les moins jeunes, les filles, les garçons. Mais bon, il y a quand même une certaine distance quoi. Ouais, non, j'ai rien qui me vient en Ça tête là. marche. Ça marche, ça marche. Du coup, là, on va passer à autre chose. Donc, la plus belle surprise depuis que vous êtes pro, qu'est-ce que ça a été? Un truc que vous imaginez même pas avant, qui vous est arrivé? Une belle surprise durant votre carrière? Moi je dirais mon premier match en professionnel. Mon premier match en professionnel, j'étais remplaçant sur le banc avec deux amis jeunes aussi. On a fait quasiment notre première ensemble. Et c'était vraiment, c'est vraiment quand on n'a jamais joué en pro, la première c'est quelque chose, on s'en souvient. Tous les anciens nous le disaient. C'est vraiment quelque chose qui marque à vie, quoi. Il y a des matchs, des fois, on oublie un petit peu ou alors on s'en souvient pas trop, mais la première, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Donc moi, je dirais la première, ça reste un souvenir mémorable, quoi. Ouais, la première, c'est important. Mais bon, je vais pas te copier. Non, moi, c'était un match contre Toulouse. Donc Toulouse, une des meilleures équipes en France à l'heure actuelle et aussi à l'époque. On avait joué un match avec une équipe un peu remaniée contre Toulouse. C'était vraiment l'équipe à abattre et on gagne à la dernière action chez eux au stadium, le stade de foot de Toulouse où le TFC joue. Et eux, c'est un peu le stade qu'ils utilisent quand il y a des grandes affiches. Et du coup, on se retrouve avec cette équipe un peu à l'arrache et on gagne à la dernière action sur une pénalité de Joris Second. Et on gagne de 2 ou 3 points, je sais plus. Et ouais, c'était un peu une surprise parce que on n'avait pas forcément prédit de. Enfin, tu vas toujours pour gagner, mais là, c'est vrai que c'était. Et c'est un bon souvenir, on va dire. Très bon souvenir. Ok.
Et du coup, l'après-carrière, vous vous projetez comment? Donc, plus entraîneur, consultant, dans le monde du business, autour du rugby? Moi, je sais pas du tout. J'espère que c'est pas de suite l'après-carrière, mais non, c'est vrai qu'on y réfléchit. Enfin, pour parler de moi, j'y réfléchis de temps en temps, mais comme je te disais, j'espère qu'elle est encore dans quelques années. On va dire que si elle est dans une dizaine d'années, plus ou moins, il peut y avoir des nouveaux corps de métier entre-temps qui seront développés. Avec en plus l'intelligence artificielle, il y a tout plein de choses qui peuvent changer. Moi, ce que je veux juste, c'est avoir le choix entre si j'ai envie de rester dans le rugby ou sortir du rugby, me laisser le choix de pouvoir faire les deux, pas rester dans le rugby en entraîneur parce que, entre guillemets, j'ai pas préparé l'avenir. Donc j'ai fait ce qu'il fallait et je vais continuer pour pouvoir avoir des opportunités après le rugby dans le monde professionnel normal, on va dire. Mais c'est vrai que c'est dur de se projeter tant qu'on n'y est pas encore. C'est vrai. Et du coup? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de se projeter. C'est un sujet qu'on nous met un peu en tête depuis qu'on est tout jeune parce que t'es pas à l'abri d'une blessure. Ça reste quand même un sport où on gagne bien nos vies, entre guillemets, mais pas autant que d'autres sports pour se dire en fait j'ai fait assez d'argent et je peux vivre de mes rentes. Mais moi c'est plus sur l'aspect sportif. Actuellement, je passe mon diplôme d'entraîneur, diplôme d'État, et donc moi, c'est pas comme Loulou, je me dis j'ai que ça, c'est vraiment quelque chose moi qui me passionne. Je l'ai toujours fait depuis que je suis tout jeune. J'ai entraîné les jeunes au club et maintenant j'entraîne des équipes adultes. Donc ouais, moi c'est une branche qui me botte bien. Ok. Et quel conseil pourriez-vous donner à un jeune qui veut se lancer du coup dans le rugby? Elle est pas facile. Non, mais c'est vrai que si t'en as envie, si t'as envie de faire ça, y en a qui ont réussi, donc pourquoi pas toi. Après, c'est sûr que c'est dur, il y a des hauts, des bas. Ce qui est sûr, moi en tout cas, c'est qu'il faut travailler plus que les autres si tu veux être meilleur que les autres. Bien sûr, il y a une partie de talent, il y en a qui sont très forts en s'entraînant moins. Mais si tu veux sortir du lot, faut s'entraîner plus que les autres. Voilà. Et normalement, si c'est ta passion, si c'est vraiment ta passion, c'est un plaisir de s'entraîner. Mais voilà, faut croire en soi. Et c'est vrai que le chemin est long et semé d'embûches. Mais faut croire en soi. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec Loulou. Je pense que tous les deux, on a un peu des carrières similaires dans le sens où, ok, on avait du talent, mais ça suffit pas en fait à un certain niveau. Et le travail, ça te permet de te démarquer à un moment où tu arrives dans des catégories d'âge où les mecs sont là parce qu'ils ont le même talent que toi en fait, Okay. ou voire plus. Donc certains peuvent se reposer sur ce talent-là, mais si tu veux franchir le cap, faire partie du tout petit pourcentage qui réussira à franchir le cap, en fait, faut se démarquer sur d'autres choses. Et c'est un truc bateau, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'entendent, mais c'est sûr que le travail, en tout cas, je pense que tous les deux, ça nous a permis aussi de franchir ce palier et de finir pro. Ça marche. Du coup, autre question un peu plus perso. C'est quoi la tradition de biseautage la plus marquante que vous ayez vue dans votre carrière? De bizutage, moi je me suis fait bisuter, hein, Ryan aussi je pense, hein, Ouais. quand on est les petits jeunes, mais bon le bizutage c'est pas quelque chose de... Parce qu'il y a eu des sujets un peu dans le rugby sur le fait que le bizutage allait des fois trop loin. Moi ça a toujours été bon enfant, on est toujours consentant on va dire, enfin il y a vraiment pas de mal, mais voilà sur le stage de pré-saison, donc c'est le moment pendant l'été où on se prépare physiquement pour tenir toute une saison, parce que comme il le disait Ryan tout à l'heure, c'est très long le top 14. Donc voilà, le stage de pré-saison, je m'étais fait raser la tête, mais pas simplement raser la tête, ils te font des coupes un peu ridicules que tu dois garder toute la semaine. Donc moi j'avais la coupe un peu à Gérard Jugnot, quoi. J'avais l'auréole là tout derrière, il m'avait rasé au milieu, et j'avais dû jouer le match amical contre le Stade Français d'ailleurs, contre Ryan. En Corse ? En Corse. Ok, j'avais pas fait attention. Avec du coup j'avais joué avec cette mauvaise coupe de cinquantenaire calvitie. Ouais, les cheveux c'est la base, ouais. Les cheveux c'est la base, tu y passes. Moi j'avais réussi à échapper la première année, et la deuxième année en plein milieu de la saison on fait un déplacement à Pau, et dans le bus il y a Sergio Parissé.
D'ailleurs, je pense qu'il a un petit traumatisme, lui, parce qu'il est chauve. Donc il prenait un malin plaisir à raser les mecs. Et dans le bus, comme ça, il avait sorti la tondeuse, il m'avait fait un trou. J'étais dégoûté. Je m'étais dit, putain, j'avais échappé. Et au final, Ça marche. Du coup, votre playlist d'avant-match. playlist d'avant-match, j'en ai pas fait spécialement, Ouais, très mais varié. un truc un peu énervé, quoi, histoire Ouais. d'être excité. Parce que si c'est trop doux, moi, j'ai tendance à me dormir dessus. Donc si c'est trop doux, non. Mais un truc un peu rap français, Rap un français. peu hip-hop américain. Ok. Je suis un peu sur ça, moi. Pas trop électro parce que ça me fait mal à la tête. Et lui, du coup? Moi, si je devais citer, allez, un Fred Again un peu excité là, plutôt ça. Moi, je suis pas très rap. On est différents. Ouais, c'est différent. On est sur deux écoles totalement différentes. Et du coup, une question dont on a l'habitude de poser. Quel est votre souvenir dans le monde du sport qui vous a marqué récemment? Un événement qui s'est passé récemment qui vous a marqué? Moi, c'est soit PSG qui ramène enfin la Ligue des Champions, soit je pense que l'équipe de France, quand même, Coupe du Monde au Qatar, là, c'était quelque chose. Équipe de France, Coupe du Monde au Qatar, c'était quelque chose parce que nous, enfin, en tout cas, moi, j'avais 1 an quand ils ont eu l'étoile en 98, donc je m'en rappelle pas. Mais là, le fait de voir toute la France en mode fou, content, même la police, il y avait plus de catégorie sociale, on va dire, au sein de la société. Et Ouais. encore plus à Paris, on était sur les champs, on était. Non, c'était. Ouais, je pense. Quoique, ouais, non, en tant que Parisien, PSG aussi. Bon. C'était fou le PSG quand même. Ouais. En vrai, c'était kiff-kiff. Moi, j'avais bien aimé moi les Jeux Olympiques. En plus, c'est l'été où j'arrive à Paris. Ok, ouais. Et j'avais trouvé ça incroyable, moi, cet été-là à Paris. J'arrivais, donc j'avais pas trop de comparatifs. Mais l'ambiance qu'il y avait dans la ville, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et même les Parisiens, Ryan et les autres m'avaient dit que c'était vraiment un bel événement et ça crée une bonne ambiance dans la ville, je trouve. Ouais, c'était sympa. Messieurs, je n'ai plus de questions à vous poser. Je vous Parfait. remercie d'avoir répondu Merci à à toi. vraiment à tout. Et nous, on se retrouve du coup la prochaine fois pour un prochain épisode de SG Podcast. Il faudra rester avec nous. Merci à tous. Voilà. Nickel.